En Mésopotamie, les tablettes étaient considérées comme des êtres vivants. On peut citer ce colophon d'une tablette du temple de Nabou à Babylone. Pour Nabou, que les dieux Igigi respectent le plus dans l'univers, un tel, fils de Harubanou, pour la prolongation de sa vie, pour l'acquisition de la sagesse, pour son bien-être et sa santé, pour la réalisation de ses désirs, pour la jouissance d'une longue vie et pour l'apaisement de la colère du dieu et de la déesse, il a extrait de l'argile en rase campagne, d'un endroit pur, a écrit cette tablette et l'a placée dans le temple de Nabou des Contes, le temple de sa grande seigneurie, dans le récipient Gounnou du portier de l'Essagil. Ô tablette, quand tu entreras, intercède pour un tel, fils de Bel-Balassou Ikbi, de la famille de Bien-Cassur, et dit des choses favorables en sa faveur. Beaucoup de choses seraient à commenter dans ce colophon. On voit en particulier que la tablette, comme offrande votive, jouait exactement le même rôle qu'une statue dans d'autres textes de dédicace. Elle devait intercéder pour celui qui l'offrait. On remarque surtout la façon dont la tablette est personnifiée. On s'adresse à elle, elle doit entrer dans le temple et parler au dieu Nabou en faveur du scribe qui l'a voué. La terminologie employée dans des contextes judiciaires est intéressante à analyser de près et elle confirme ce que nous venons d'observer. Les juges écoutaient la tablette produite par le défendant. Les juges ont écouté la tablette d'héritage que Bélessounou avait donnée à Lamassie, trouve-t-on dans un texte, ou encore, lors d'un procès portant sur la propriété d'un terrain, les juges ont écouté leur tablette d'achat, c'est-à-dire leur contrat de vente, comme nous disons en français. Comment était-il possible d'écouter une tablette ? Nous pensons immédiatement parce que quelqu'un la lit à voix haute. Eh bien non, c'est tout simplement parce qu'une tablette avait une bouche. Elle pouvait donc parler. C'est ce que montrent de nombreux textes, comme ce procès. Un individu avait vendu un terrain à une religieuse Naditoum, mais il prétend par la suite qu'elle a pris plus de terrain que ce qu'il lui avait vendu. On a vérifié la surface avec la scie de Shamash, donc c'est un symbole divin. Une surface de 12 cycles de terrain manque selon la bouche de la tablette d'achat. Autrement dit, on a comparé la surface du terrain calculée en présence du symbole du dieu de la justice et on l'a comparé avec ce qui était indiqué par l'acte de vente. Nous dirions, on a comparé avec ce qui était inscrit. Et dans un cas de ce genre, la plupart des traductions sont selon la teneur de la tablette d'achat. Mais une telle traduction large n'est pas exacte. Le mot à mot est selon la bouche de la tablette. Et il faut maintenir cette traduction si l'on veut comprendre comment les juges pouvaient écouter de tels documents. Et c'est d'ailleurs dit explicitement dans ce procès découvert à Suse. Le tépir, c'est un fonctionnaire, les juges et les autres ressortissants de Suse ont écouté la bouche de la tablette de partage. Bien entendu, les Mésopotamiens ne connaissaient pas la différence entre l'oral et l'écrit, comme le montre la courante opposition entre inapim, donc par oral, littéralement par la bouche, et inatupim, littéralement par tablette, c'est-à-dire par écrit. Comme dans cette lettre des archives de la princesse Iltani, qu'Anne-Isabelle Langlois vient de rééditer dans le volume 2 de la collection Archibab, on voit Lamassani se plaindre à sa sœur Iltani qu'elle lui ait répondu par un message oral transmis par une servante. « Tu ne m'as pas envoyé un message dans une tablette à moi destinée, Inatupia, c'est par sa bouche, c'est-à-dire la bouche de la servante, Inapisha, que tu m'as envoyé un message. » Cependant, les écrits étaient considérés comme une parole fixée dans l'argile, comme le montre le récit de l'invention de l'écriture qu'on trouve dans la confrontation entre le roi d'Uruk Enmerkar et le seigneur d'Arata, que j'ai commenté dans mon cours la semaine dernière. Dans ce contexte, on comprend qu'une lettre ait pu servir de témoin.
Krauss avait observé cette personnification de la tablette, mais il avait refusé d'aller plus loin. Or, il apparaît clairement que pour les Mésopotamiens, les tablettes étaient considérées comme vivantes. Nous allons voir qu'on pouvait les tuer et même les ressusciter quand elles étaient perdues. On voit donc qu'il n'y a pas lieu d'opposer preuve testimoniale et preuve écrite. Lorsque l'écrit se développa, les Mésopotamiens assimilèrent les tablettes à des témoins pourvus d'une bouche et qu'il était possible d'écouter. D'où l'intérêt, dans l'optique de notre présent colloque, de considérer le statut des vieilles tablettes. Il ne s'agissait en aucun cas de vieilleries bonnes à mettre au rebut. Le thème est généralement traité uniquement du point de vue de la transmission des textes savants, mais on va voir qu'il s'agit d'un phénomène beaucoup plus large. Vu le temps qui m'est imparti, je mettrai sans exclusivité l'accent sur les exemples d'époque paléo-babylonienne, avec, comme toujours, l'exploitation des données peu à peu rassemblées par mon équipe dans la base Archibab. On commencera par voir les vieilles tablettes dans un contexte administratif. On verra ensuite ce qu'il en est de la transmission des titres de propriété. Et pour finir, nous verrons comment des tablettes à contenu savant peuvent être recopiées beaucoup plus tard. Dans un contexte administratif, pour commencer, il s'agit notamment de la mise à jour des listes de personnel. Un exemple est livré par une lettre de Marie qui reproduit une déclaration du roi Samsi-Adou. Yasmaradou m'a demandé, dit la personne qui est citée dans cette lettre, Yasmaradou m'a demandé d'envoyer des Umsharou, c'est un titre encore mal connu, et de la troupe supplémentaire. Je ne lui ai pas donné d'Umsharou ni n'en ai affecté. Au lieu d'Umsharou, vous n'avez qu'à renforcer et équiper des gens déplacés. Les gens qui doivent être déplacés chez Ishmedagan, Imerdanou et Zikri Ishtar feront la vérification des déportés selon les vieilles tablettes, littéralement selon la bouche des vieilles tablettes, notant ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. On a donc ici un problème classique de mise à jour des listes nominatives. Il s'agissait de vérifier que les personnes enregistrées étaient toujours présentes et de noter celles qui étaient mortes ou en fuite, de façon, en premier lieu, à refaire le compte des rations qui devaient être distribuées. Dans certaines listes nominatives, on voit d'ailleurs des sections suivies par l'idéogramme Sun, donc quand il s'agit de contrôle piquitum, c'est l'équivalent de l'adjectif acadien labirtum, vieille liste, et contrasté donc par l'idéogramme gibil, qui veut dire donc qu'on a affaire à une liste récente. Cela montre que des personnes figuraient déjà sur une liste antérieure, alors que dans l'autre cas, il s'agit de personnes qui entrent pour la première fois dans ces listes. Et cette différence n'était d'ailleurs pas propre aux listes de personnes. On a des inventaires de troupeaux d'ovins qui font explicitement l'opposition entre l'ancienne affectation et la nouvelle. Une lettre découverte à Our, et qui date sans doute du temps où Waratsin ou Rimsin occupait le trône de Larsa, donc aux alentours de 1800, montre un militaire faisant allusion à une opération d'affectation récente, suite à laquelle il ne peut procéder de sa propre autorité à des réaffectations de troupes. Ces gens sont-ils inscrits sur une vieille tablette comme troupe Bahroum? On les a inscrits récemment comme troupe Bahroum. Celui qui est inscrit parmi la troupe Bahroum, suis-je autorisé à le muter sans l'aveu du roi et de l'Abi Amourim? Pourquoi n'écris-tu pas au roi et à l'Abi Amourim? Le raisonnement me semble être le suivant. Si c'était sur une tablette ancienne que ces gens avaient reçu leur affectation, l'auteur de la lettre pourrait sans doute faire quelque chose, mais cette affectation a été effectuée récemment, et donc seul le roi et l'Abi Amorim, c'est sans doute son père Koudourmabouk, peuvent décider d'un changement. Certains textes font explicitement allusion à l'annulation de documents anciens périmés. Le vocabulaire employé est varié. Pour les textes paléo-babyloniens, généralement, on dit qu'on brise les tablettes, et c'est le verbe repum, qui est le
verbe le plus courant dans ces cas-là. Mais parfois, on nous dit qu'on annule les documents avec un dessin, une croix, et c'est le verbe etserum qui est alors employé. Et vous voyez ici un exemple d'une tablette qui, après avoir été écrite, eh bien, a été postérieurement barrée sur la face et sur le revers. Et on a un document qui nous décrit explicitement une opération de ce genre. Il s'agit d'un groupe de militaires qui avait reçu une quantité importante de grains de la part du palais et qui, 12 ans plus tard, n'avait pas encore remboursé ce grain. 6 480 litres de grains, intérêts compris, qui ont été donnés en l'an 12 de Samsuiluna aux soldats de la région de l'Arartum supérieur, le chef étant Shamash Gamil, Gimilum le scribe, Chessinadou le lieutenant, le général Adourimili, mais dont ils n'ont pas encore fait l'apport, autrement dit le remboursement. Les comptes ayant été faits, l'ancien document scellé a été annulé, et donc le verbe qui est employé, c'est toujours etserum, et Shamash Gamil, le colonel, etc., et les autres ont laissé un document scellé en vue de payer 6 480 litres de grains selon la mesure par sictum de Marduk en utilisant le grand étalon. Le jour où le palais le leur réclamera, ils devront livrer le grain au palais et nous avons la date pour finir. Donc on a ici, je dirais, la régénération d'un document ancien. Pour une raison qui ne nous est pas dite, eh bien, on trouve que cet ancien document, il faut le remettre à jour parce qu'il peut toujours y avoir sans doute l'idée que cette somme, vu le délai qui s'est écoulé, a été remboursée entre-temps. Et donc, on annule en même temps l'ancien document pour que, bien entendu, les débiteurs ne puissent pas être condamnés, si je puis dire, à rembourser par deux fois. Dans le dialecte des marchands paléo-assyriens qui sont contemporains, eh bien, on peut tuer des tablettes devenues invalides. Là encore, le vocabulaire est intéressant. Par exemple, un homme ayant remboursé ses dettes demande à son créancier de lui rendre ses créances. « Rends-moi les tablettes de ma dette, je veux les tuer », ce qui est une façon imagée de dire les détruire, mais on emploie le même verbe que lorsqu'il s'agit de tuer un être vivant. Et le créancier lui répondit « Ta tablette a déjà été tuée ». Autrement dit, au moment où le créancier a été remboursé, eh bien, il a procédé à la destruction, comme c'est l'usage, de sa créance. Cet exemple n'est pas unique. Alors, ce n'est pas un usage babylonien, mais on voit qu'en babylonien, il y a d'autres termes qui sont employés qui montrent, là encore, le caractère vivant des tablettes. Par exemple, on dit dans le code d'Hammurabi qu'une reconnaissance de dette peut saisir un homme. Donc le geste est tout à fait intéressant. Lorsqu'on s'intéresse à la validité des vieilles tablettes, eh bien, on voit que ce ne sont pas forcément des tablettes périmées qu'il faut mettre à jour ou encore annuler. On a en effet des exemples de consultation de listes anciennes qui ont conservé leur valeur. C'est le cas d'une lettre écrite par Lu-ninurta, qui était le ministre de l'économie d'Hammurabi, adressée à Shamash-Razir, l'intendant du domaine royal dans l'ancien royaume de Larsa après la conquête babylonienne, auquel Baptiste Fiette va consacrer très bientôt le tome 3 de notre série Archibab. Le texte dit ceci: Gimilum, le fils de Tsilia Murum, ressortissant de Razama, m'a appris ceci: dans le district de la localité de Merhrum se trouve le champ de ma famille. Parmi les vieilles tablettes du temple de Nisaba, j'ai vu ceci: champ d'un bourg 4 écus du soldat Dallaloum, champ d'un bourg 4 écus du soldat Wardoum, etc. Voilà ce qui était écrit sur une ancienne tablette de service Ilkoum. Et la suite montre qu'il s'agit de savoir si ce Gimilum est un descendant d'Adallaloum ou de Wardoum, afin d'établir quel est le champ de sa famille et qu'on puisse le lui restituer. Je m'étais intéressé naguère à ce texte à cause de la mention du temple de Nisaba, la déesse de l'écriture, qui fonctionne ici manifestement comme un dépôt d'archives. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon livre sur la vie méconnue des temples mésopotamiens qui vient de paraître et que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies du quartier.
La mention des anciennes tablettes, ici, fait manifestement allusion à la situation politique. Le royaume de Larsa avait été récemment annexé par Hammurabi de Babylone, et plus d'une fois, on se réfère de cette manière à la situation qui prévalait du temps du roi vaincu Rimsin. Et on a une autre lettre du même Lu-ninurta au même Shamash-Razir qui montre le désir de ne pas bouleverser ce qui avait existé auparavant au sujet du chant d'Ibn-Kushala dont il jouit depuis longtemps. Et vous avez ici l'abirish, qui est le terme sur la même racine que lorsqu'on parle des vieilles tablettes. Eh bien, dans son ancien chant, dans son vieux chant, littéralement, donne-lui un chant alimentaire de Cibourg, donc on va garder la même localisation. J'en viens maintenant au deuxième temps de cette communication, les vieilles tablettes comme titre de propriété. L'existence de tablettes de plus de 150 ans d'âge, on dépasse Moïse, dans les archives familiales s'explique par la pratique de la transmission des titres de propriété. Lorsqu'un bien était vendu, le vendeur transmettait à l'acheteur son titre de propriété. Alors, dans le cas le plus simple, il s'agissait du contrat de vente qui avait été établi lorsque lui-même avait acheté le bien, mais parfois, on peut avoir affaire à un contrat plus ancien, si l'acheteur était, par exemple, son propre père, un parent adoptif, etc. Alors, j'ai étudié ce phénomène dans une étude qui est parue en 1986, et depuis, Michel Tenray a décrit ce phénomène avec le très joli terme de chaîne de transmission. Il arrivait que le contrat établi lors d'une vente fasse allusion à un contrat plus ancien, par exemple si la nature du bien vendu avait changé. Ici, on nous dit 1,5 sar de terrain bâti non couvert, à Sipar Yahrurum, qui, dans la vieille tablette qui le concerne, est décrit comme terrain nu. Donc on voit que sur un terrain non bâti, une maison a par la suite été édifiée, mais que la construction n'était pas complète au moment de la vente, puisqu'elle ne comportait pas de toit, et donc la précision est insérée pour éviter des contestations ultérieures, puisqu'on a deux documents différents qui se réfèrent à la même parcelle avec une description qui n'est pas la même. Même chose lorsque la taille du bien vendu ne correspondait pas au titre de propriété antérieur. Un terrain à bâtir de 2/3 sar et 5 cycles, l'eau restant d'une maison de 1,5 sar à l'intérieur d'une propriété de 4 sars. Donc on voit bien que le lot vendu est beaucoup plus petit que le lot d'origine. Et en plus, il y a un changement de dénomination qui a été inscrit sur son ancien document scellé comme maison bonne à démolir. Donc il y avait encore une ruine dans l'ancien document. Et on voit que par la suite, c'est devenu un terrain à bâtir, c'est-à-dire qu'on a déblayé les ruines. La mention d'un ancien titre de propriété figure parfois dans les minutes d'un procès. 5/6 sar, Sigin de terrain nu, que Nishu, religieuse Naditum de Shamash, fille d'Ubaria, a acheté à Ishum Gamil, fils d'Ishum Natsir, pour 10 cycles d'argent en l'an 9 de Hammurabi. Après que 52 ans se soient écoulés, en l'an 18 de Samsu-Iluna, Ibi Shamash, fils d'Ishum Gamil, a réclamé ce terrain à Naramtani, Naditum de Shamash, en disant « Nishinishu, la sœur de ton père, donc ta tante, a acheté un terrain de petite taille à mon père Ishum Gamil, mais elle s'est emparée de beaucoup. » Donc contestation sur la taille du bien vendu. Ils sont allés trouver Sinishmeshu, le gouverneur de Sipar, et les juges de Sipar. Ils ont examiné leur affaire. L'enveloppe de la tablette étant abîmée, ils en ont extrait sa tablette et, selon la bouche de son ancienne tablette, ils lui ont confirmé la propriété de 5/6 de sar, 6 guines de terrain nu. Donc on voit ici comment la tablette intérieure peut parler, et on sait en effet que les contrats de ce genre, jusqu'au règne de Samsu-Iluna, étaient enfermés dans une enveloppe sur laquelle on reproduisait le texte, ce qui permettait de préserver une deuxième copie et en même temps éviter que les gens aient la tentation de modifier la taille de la surface vendue, puisque ces tablettes sont en argile crue et qu'il est toujours possible de les ramollir ponctuellement pour procéder à des changements. Lorsque il y a une contestation, on ouvre l'enveloppe et à ce moment-là, la tablette, bien entendu, ne peut pas avoir été modifiée, d'autant que les sceaux des témoins sont là pour empêcher qu'on brise l'enveloppe
et qu'on triche, si j'ose dire. Une tablette de Sipar est particulièrement intéressante pour notre propos parce qu'elle montre qu'il était possible de faire revivre, on emploie le terme bullutum en babylonien, des tablettes égarées. On a affaire à une certaine Amat Mamou, qui était religieuse Naditum et qui a été adoptée par une autre religieuse, comme c'était la coutume. Et après la mort de sa mère adoptive, eh bien, son héritage lui a été contesté, mais elle obtint gain de cause. Et donc, selon la coutume, les juges ont ordonné à la partie déboutée de laisser une tablette de non-revendication. Mais par la suite, le père de la religieuse a déposé les titres de propriété antérieurs, la tablette d'adoption et la tablette du procès chez son frère, où toutes ces tablettes ont été perdues. Donc on est allé trouver la municipalité qui a procédé à la reconstitution des actes perdus. Le texte dit littéralement « On a fait vivre la présente tablette » selon la déclaration des témoins. Et donc, vous avez dans cette tablette la première partie qui reconstitue la tablette d'adoption, la deuxième partie du texte reproduisant la tablette de procès et la fin racontant tout ce qui s'est passé. Un autre exemple du terme bullutum, faire vivre, faire revivre, dans un contexte analogue, se trouve dans une tablette des archives d'Urutu à Tel Edder. Il est question du douer que le père d'Urutu avait donné à son épouse. La tablette qu'il avait scellée pour elle a été perdue. On a fait revivre la présente tablette que son mari Inanna Mansum lui avait donnée et on la lui a scellée. Et vous voyez ici que la formulation est tout à fait ambiguë parce que d'un côté, c'est la présente tablette, c'est-à-dire la tablette récente que l'on fait vivre, mais en même temps, on nous dit que c'est celle que son mari lui avait donnée. Donc il y a une sorte d'assimilation complète entre la vieille tablette disparue et la nouvelle que l'on fait revivre. On a un troisième exemple qui montre que, cette fois, ce sont des juges qui, dans le temple de Shamash, font revivre une tablette pour remplacer des titres de propriété perdus par une autre religieuse. Nous dirions qu'on procède dans de tels cas à la reconstitution d'actes perdus, mais le vocabulaire ici employé est révélateur. Il permet de confirmer que les Babyloniens considéraient bel et bien les tablettes comme des êtres vivants. De ce qui précède résulte par ailleurs une conclusion très importante. Quand on triait les archives, ça n'était pas du tout pour éliminer ce qui était le plus vieux, mais pour garder ce qui n'était pas périmé. Ce qu'on jetait, c'était les documents à durée limitée, comme les prêts ou les lettres, par exemple, mais les titres de propriété anciens, il fallait absolument les conserver. Donc les vieilles tablettes étaient en effet précieuses. Dernière catégorie, les vieilles tablettes comme source d'un savoir ancien. Si l'on sort du domaine administratif et juridique pour regarder ce qui se passe avec l'écriture du savoir traditionnel, eh bien, on constate également que ce qui est vieux est bien souvent intéressant. On peut, par exemple, recopier de vieux rituels, comme le montre cette lettre de Samsiadou à Yasmaradou. Voilà que je te fais porter les vieilles tablettes qui ont été recopiées pour Ishmedagan. Si ces tablettes sont appropriées pour ce que tu as en vue, fais prendre les présages, puis agis de façon appropriée pour ce que tu as en vue. Comme souvent, une telle lettre est très elliptique, mais la fin mentionne la localité de Lascoum, et nous savons qu'une terrible épidémie a frappé cette région à l'époque de Yasmaradou. Et Jean-Marie Durand a très justement supposé que ces vieilles tablettes avaient un contenu religieux et qu'on les transmet à Yasmaradou pour qu'il fasse exécuter les rituels prescrits dans un tel cas. Et d'autres tablettes montrent l'intervention de certains lamentateurs en particulier qui vont certainement utiliser ces documents. Nous pouvons en outre constater que certaines tablettes du temps de Hammurabi ont été recopiées plus de 1000 ans plus tard par des scribes.
Il est par exemple question, dans cette lettre d'époque néo-assyrienne, de la copie d'un rituel. La tablette que le roi utilise est défective et incomplète. À présent, j'ai recopié et collationné une ancienne tablette de Babylone faite par le roi Hammurabi, ainsi qu'une inscription qui date d'avant Hammurabi. Au passage, on remarque qu'il ne s'agit pas du tout d'un phénomène comparable à la bibliophilie actuelle. Ce qui intéresse le scribe, ça n'est pas la vieille tablette en tant que telle, c'est son contenu, et il s'empresse aussitôt de le recopier. Donc, quelque chose de tout à fait différent, mais en faisant cela, je dirais d'une certaine manière qu'il prolonge en quelque sorte la vie de la vieille tablette, puisque son discours va être ainsi transmis. Il est temps de conclure. En Mésopotamie, les tablettes étaient considérées comme des êtres vivants. Elles avaient une bouche, ce qui permettait d'écouter ce qu'elles avaient à dire. On pouvait les tuer ou les ressusciter lorsqu'elles étaient perdues. Que faisait-on des vieilles tablettes? On a pu voir qu'elles avaient un grand intérêt en matière juridique, aussi bien que comme véhicule d'un savoir éprouvé. Autrement dit, en Mésopotamie, l'âge était une garantie de sérieux. Ça reste vrai de nos jours pour les marques alimentaires, par exemple, mais aussi dans le monde académique, comme le montre le logo du Collège de France, qui mentionne fièrement sa création en 1530. Je vous remercie de votre attention.